Bienvenue dans ce nouvel épisode de votre magazine Au fil de l'histoire. La mer est derrière vous, l'ennemi est devant vous. Vous aurez certainement reconnu cette phrase attribuée à Tariq ibn Ziyad après sa victoire en 711 lors de la conquête de la péninsule ibérique. L'histoire raconte également que c'est d'ici, d'Orsasrir, qu'il est parti accompagné de son armée. Une cité ronde dotée de 3 portes, Bab el-Bahar, Bab Sibta et Bab Fès, une spécificité architecturale exceptionnelle et unique au Maroc. Chez Abdeltif El Boudjé, nous sommes sur le site de Orsasrir qui pendant très longtemps a été abandonné. Et en 2007, le ministère de la Culture a lancé un vaste programme de récupération que vous supervisez depuis. L'appellation de Orsasrir, d'où vient-elle ? Bon, avant que l'on nomme par cette appellation connue actuellement, dont il est connu, avec laquelle il est connu actuellement, il y a plusieurs appellations citées par des sources historiques depuis le 8e siècle. Donc, parmi ces appellations, on dénombre l'une qui n'est pas beaucoup connue chez les gens, c'est Qasr Sad. C'est le château de Sad qui fait référence à l'une des tribus qui habitaient le territoire du site. Mais les plus importantes qu'on trouve dans les sources, les textes et les sources historiques, c'est à partir du 8e siècle, du 9e, c'est Matsa Bab Liem, ce que veut dire le port de la porte de la mer, puis Qasr el-Majaz, le château de la traversée, Qasr el-Jawaz, c'est la même, si on veut la traduire, c'est le château de la traversée. Puis Qasr Masmouda, qui fait référence à la tribu Masmouda, à laquelle on attribue la tribu Anjara, appartient à la tribu Anjara et les tribus actuelles. Puis la dernière nomination, c'est Qasr Saghir, avec laquelle il est connu à partir du 15e siècle et qu'on l'utilise jusqu'actuellement. Donc l'important de ces appellations, c'est qu'elles traduisent ou reflètent un petit peu la fonction de cet établissement. Donc là, on trouve toujours la notion de Qasr. Donc, mais à l'époque 8e, 9e, 10e siècle, est-ce qu'il y avait vraiment un château ? Ça, il faut le chercher. Mais on parlait d'un ribat, qui est cité par un des géographes de l'époque médiévale, le fameux El-Bekri. Il parlait d'un ribat dans ce territoire. Mais exactement où, ça il faut le démontrer et pousser des recherches là-dessus. Cet établissement a été toujours un endroit stratégique dans la géographie marocaine. Avec la construction du port de Tangemet, ça a un référentiel historique. Donc cette importance de cet établissement dans son territoire, ça ne date pas d'hier. Chez El Boudjé, là, on rentre dans un des monuments les plus importants du site, et c'est en l'occurrence la mosquée qui est devenue par la suite une église. Effectivement, c'est l'un des plus importants monuments du site, de la ville à l'époque médiévale. D'après les études archéologiques qu'on a, c'est une mosquée qui date du XIVe siècle, donc de l'époque mérinide, à l'époque où le site a connu son apogée urbanistique. Et pourquoi une mosquée ? Parce qu'on a les vestiges d'un minaret, puis il y a toujours une porte principale, les vestiges d'une porte principale. Juste après la cour, on rentre dans la salle de la prière. Et dans la salle de la prière, on a devant nous deux éléments importants de cet espace de culte, c'est le mihrab et la chambre du minbar. Le même lieu de culte a joué la même fonction pendant l'installation de notre religion. C'est le christianisme avec les Portugais. Donc, ils ont réutilisé cet espace en tant qu'église. Voilà, on rentre dans cet hôtel. Là, on fait des confessions.
lorsque le croyant rentre et il fait ses confessions avec le prêtre, avec un autel pour les offrandes. Et cet autel a été décoré de peintures, dont on voit quelques traces ici. Ce sont des formes géométriques. On garde toujours une figurine qu'on a dans le musée. On l'a déplacée du site. Et les Portugais ont exploité comme cimetière pour enterrer les grandes personnalités, les militaires qui résidaient dans la cité. Il s'agit de graffitis de bateaux et ça fait des petits trésors de ce site. Donc, quand le phénomène des graffitis dans les villes et les sites marocains, c'est très prépondérant. On les trouve dans plusieurs villes côtières, même parfois dans les villes à Fès par exemple. On est sur un mur d'époque portugaise. Il se peut que la surface date de l'époque et que les graffitis datent de l'époque portugaise. Parce que c'était une tradition plus chrétienne que musulmane. On est en train de marcher sur un dallage qui a été aménagé pendant l'époque portugaise, ça veut dire après le 1458, donc moitié du 15e et tout au long du 16e siècle. Mais avant ce dallage, il y avait un autre sol qui est antérieur et qui est certainement d'époque mérénide, donc dont il reste ce bout en carrelage en briques cuites, puis un autre bout qu'on voit un petit peu loin et qu'on essaie de conserver le plus que possible. Donc c'est une ruelle très étroite, comme on peut l'imaginer comme l'une des ruelles des Médina, de non-Médina, donc qui séparait les deux importants établissements urbains de n'importe quelle ville islamique. C'est la mosquée et le hammam, sont deux édifices, deux établissements inséparables dans l'organisation spatiale urbaine de n'importe quelle ville islamique. Et donc là on rentre dans les hammams. Là on est dans le hammam, l'établissement du hammam qui se compose, qu'on connaît tous, de trois chambres, la froide, la tiède et la chaude. Il est un des plus rares hammams qui date de cette époque. Ce qu'on connaît, le hammam de Aqsa Sghir, le hammam de Challa et un hammam qui est à Oujda. Donc, de cette époque, on n'a pas beaucoup de ces monuments, donc d'où son importance en tant que vestige archéologique, avec sa valeur, bien sûr, historique. Là, on est sur un espace, à l'intérieur de l'espace de préparation, qui était un espace carré avec un dallage en briques, et ça rappelle un petit peu le dallage de la mosquée. Donc, c'est toujours le dallage en briques, en zigzag, en motif de zigzag, du chevron, il faut imaginer un petit peu cet espace avec une petite fontaine. On est sur un site où on ne manque pas d'eau. À une profondeur de 3 mètres, on tombe sur des puits. Chaque maison de ce site était dotée d'un puits. On est sur une nappe phréatique tout à côté de la rivière de Ouad al-Qasr, et avec une descente topographique qui fait alimenter la nappe phréatique. Donc la question de l'eau ne se posait pas pour les habitants de cette ville. Donc on est à l'intérieur de la chambre froide, donc, qui est la première qui compose ce monument. Cette chambre dotée de 4 petites chambrettes. Là, on fait les dernières toilettes. Donc, on a de part et d'autre de l'accès principal au hammam. Il y a toujours de petites chambrettes avec un dallage en briques pour l'intimité des gens. Et au sol, on garde des vestiges originaux, authentiques du sol de hammam,
avec un travail de consolidation qui a été fait en 2008 lors de la récupération du site. Un autre détail qu'on peut apprécier ici dans ce hammam, c'est le système de canalisation des eaux dont on trouve encore des vestiges. Il y avait, c'est-à-dire un travail très sophistiqué. On est à l'intérieur de l'hypocauste qui faisait le système de chauffage du hammam, avec toujours les hypocaustes, on les aménageait avec de la brique, question de physique pour la contenance et la répartition de la chaleur. Puis une salle chaude, là où il y a le système de chaufferie, on a toujours le vase contenant l'eau chaude, ce qu'on appelait dans notre darija al-Barma, puis le bassin de l'eau froide. Et derrière cette chambre, on a la salle de préparation. La salle de préparation là, d'approvisionnement en bois, en tout ce que pourrait aider dans la préparation du feu, donc le farnaci. Et d'après les quelques écrits portugais, le hammam a été transformé, il a abandonné sa fonction d'origine pour servir de prison. Donc, à propos de la muraille d'Oxasser, c'est une muraille qui a été construite pendant l'époque de la dynastie al-Mérinide par le sultan mérinide Youssef ben Yaqub ben Abd al-Haq al-Marini, plus exactement, disons, en fin du XIIIe, en 1287. C'est une muraille très importante du point de vue taille et architecture. Taille en raison des dimensions qui le caractérisaient, donc la hauteur qui faisait 8 mètres de hauteur avec un chemin de ronde et un parapet. Là, on entre à l'intérieur de la citadelle à travers la porte principale de ce monument. Une citadelle qui a été construite par les Portugais à partir de 1502. La première porte donne sur un des bastions de la citadelle. Puis, on continue à travers une deuxième porte défensive qui reproduit la même disposition, mais avec un élément très important qui était défendu par une herse. Donc le système de herse qui était connu dans l'architecture du XVIe siècle, l'architecture militaire dans les citadelles. Puis à l'intérieur de cette citadelle, on est devant un grand espace qui servait des écuries et de salles de magasinage des munitions et des munitions en denrées alimentaires, en munitions d'armes, en logistique de cette place.
Donc à l'intérieur de cette citadelle, les Portugais ont englobé dans leur bâtiment ce qui était le Bab el-Bahr, la porte de la mer, qui est un monument majestueux, qui est une composante très, très intéressante de la ville islamique marocaine, avec les deux tours carrées qui défendaient l'accès principal, l'accès vers l'intérieur de la ville. Donc il faut imaginer cette porte sans ce mur, donnant sur la mer et l'embouchure. Et imaginez des barques, des bateaux qui circulaient dans le détroit en voyant ce monument majestueux avec sa grandeur, et d'ailleurs qui date de l'époque toujours mérinide. Donc cette porte, c'est une porte urbaine qui est une création du pouvoir central. Donc il fait partie, comme on a dit, de l'ensemble du projet urbain de cette ville. Donc la grandeur et la taille imposante de cette porte donnent plus de majesté à la ville. Donc, Monsieur El Boudjé, dans ces classeurs, donc c'est un peu les archives des fouilles qui ont été effectuées sur ce site, et c'est quand même très important pour l'histoire du site. Racontez-nous un peu comment s'est faite un peu cette récupération de ces archives, parce qu'on voit quand même c'est assez riche. C'est très important cette récupération parce que n'importe quelle fouille déroulée sur un site, il faut avoir des archives pour les archéologues. Donc nous, une fois avoir aménagé le site, installé l'exposition, donc il faut récupérer ces archives des anciens archéologues. Donc on a fait un petit effort de nos contacts avec monsieur le directeur des fouilles à l'époque, M. Charles Lidman, avec qui on s'est mis d'accord pour qu'il restitue cette documentation archivistique à cette institution muséale et patrimoniale. Donc il s'agit de diapos qui sont très intéressants. C'est une mine d'or pour les chercheurs qui veulent s'intéresser à des questions scientifiques que pose encore toujours le site. Il s'agit des pellicules dont on a fait un grand effort pour numériser toute cette documentation et pour la favoriser aux chercheurs, puis des journaux de fouilles. Donc bien classés, bien ordonnés et voilà, sont à la disposition maintenant des chercheurs étudiants, spécialistes. Les pièces maîtresses sont celles qui sont des repères de cette relation du site avec l'extérieur, avec la Méditerranée. On trouve des pièces d'importation italienne, espagnole, même chinoise. Et ça reflète un petit peu, mais ça reflète vraiment le rôle du Détroit dans le commerce international à travers les âges, à travers l'histoire. Parmi ces pièces, un plat italien avec un dessin de bateau.
concernant le projet de restauration de la Koracha, on est sur la deuxième tranche. Et à propos de la Koracha, pour vous donner une idée sur ce monument, il s'agit d'un monument construit pendant l'époque portugaise. C'est un passage fortifié qui assurait qui assurait la communication entre la citadelle et la mer. Donc c'est un passage fortifié qui servait à donner protection aux soldats portugais pour faire entrer les munitions et les denrées qui provenaient du Portugal. Vous allez peut-être continuer la restauration du mur de Koracha jusqu'à l'intersection avec la citadelle, je crois. Oui, ce qui est prévu. Donc, une fois avoir fini la partie de reconstruction, on va entamer tout ce qui est restauration des vestiges déjà existants, en consolidant ce qu'il y a, ce qui est en bon état, en restituant les parties délabrées, bien sûr les parties vulnérables, en les remplaçant par d'autres parements, par d'autres pierres, mais en respectant toujours l'usage des techniques et matériaux traditionnels. معلم الله يعاون. كنقيو كاع الصور ديالنا من داك الشيء اللي ما يصلحش. ومن بعد كنعاودو نبنيوه. Notre association a participé au projet de restauration et de mise en valeur du rempart ouest de la muraille du site d'Orsal Srir, juste pour venir couronner les différents efforts qui ont été déployés, que ce soit par la conservation, la direction du patrimoine ou le ministère de la Culture et les différents partenaires, pour pouvoir rendre la vie à ce site depuis 2007. À travers plusieurs actions de restauration, de nettoyage, de mise en valeur des différentes parties du site, jusqu'à arriver à un autre projet qui est le projet de restauration du rempart ouest, grâce au financement du Fonds américain pour la préservation culturelle. Donc on est près l'une des portes découvertes récemment lors des travaux de restauration réalisés en 2015 qui ont intéressé la muraille. Et on a tombé sur une porte percée dans la muraille médiévale par les Portugais. Donc ils ont construit, aménagé une porte pour accéder à la rivière, à la mer du côté ouest. Donc c'est une nouvelle porte découverte, en plus des portes qu'on connaît déjà, Bab Fes, Bab el-Bahar et Bab Sebta. C'est une nouvelle porte qui s'ajoute aux portes de l'enceinte de la ville d'Orsal Srir. C'est exactement ça. Donc, c'est très important. On avait 3 portes avec celle-ci, c'est la quatrième. Mais il faut se mettre dans la tête qu'on ne continuait pas à utiliser Bab el-Bahar pendant l'époque portugaise. Donc, il a été bouché cet instant. Il a été bouché. On a substitué l'accès de ce côté pour avoir une communication avec l'Oued et la mer. Donc c'est une porte qu'il faut restaurer, restituer, et c'est une porte qui est pareille, qui est similaire à la porte de la citadelle. Et les structures de la porte, elles ont été découvertes dans l'entourage Oui, on garde toujours les quelques éléments de la pierre taillée qui composaient la structure de la porte. On les a pour les réutiliser dans la restauration. Tariq Ben Ziyad, cette personnalité célèbre dans l'histoire du Maroc, a beaucoup
utilisé le site, là où on est, et tout le territoire du site pour préparer sa conquête. C'était le stratège militaire qui a conçu et réalisé toutes les coalitions avec les tribus marocaines à l'époque, tribus de Koutama, de Nafza, de Sanhaja, pour avoir leur appui et leur soutien à réaliser cette conquête. Donc les préparatifs logistiques étaient dans cette région. Et Qasr, là on est, a beaucoup connu de ces événements. Les préparatifs, c'est la répartition des gens en camps militaires, l'approvisionnement des soldats en armes, en munitions, les préparations logistiques concernant les navires. Donc c'est tout dans cette région-là, on est jusqu'à Ceuta. Toutes ces petites criques, contrées, ont connu ces événements, ces petits détails de l'histoire dont les sources ne parlent pas. Donc c'est dans cette dimension que le site trouve son importance archéologique et historique. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons voyager encore plus loin dans le temps et plus précisément dans le Maroc antique à la découverte d'Oppidum Novum, traduisez ville nouvelle fortifiée. En effet, vers la fin des années 80, d'importants travaux de réaménagement ont lieu dans la grande mosquée d'Oqsal Kbir. Pendant le chantier, d'importantes inscriptions latines sont découvertes sur le minaret. Le mystère de l'emplacement de l'Oppidum Novum est définitivement levé. Nous sommes dans la commune de Oued Cheikh, à 5 km au nord d'Oqsal Kbir. Derrière moi, vous pouvez voir le fleuve Loukos qui a joué un rôle important dans le développement de sa région. Pour comprendre ce rôle, je suis accompagnée de M. Omar Akrez, qui est le directeur de l'INSAP, l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. Monsieur Akrez, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce rôle qu'a joué le fleuve Loukos dans la région d'Oqsal Kbir? Alors, le fleuve Loukos est l'un des plus importants fleuves du nord-ouest du Maroc actuel. Le fleuve Loukos a incité, si je puis dire, des occupations humaines très anciennes, parmi lesquelles la première est l'Ixus, bien sûr, qui est l'agglomération la plus ancienne pour ce qui est du Maroc antique. Et dans cette plaine, nous avons tout à fait à l'extrême sud-sud-est, la ville de Qasr al-Kbir pour l'époque médiévale et la ville d'Oppidum Novum pour la période antique. Les textes anciens nous ont laissé un texte important qui nous donne le réseau urbain au Maroc, un réseau qui s'échelonne ou qui suit deux routes principales qui partent toutes les deux depuis Tanger et qui arrivent l'une, celle de l'intérieur à Volubilis, et celle littorale, si on peut dire, arrive à Salah, c'est-à-dire Rabat actuel. Pour ce qui est de la route intérieure, nous savons qu'elle passe par une ville
qui s'appelle Oppidum Novum, qu'on a recherché, je disais au début, depuis le 19e siècle. On soupçonnait qu'elle existait à Qasr al-Kbir, parce qu'il y avait quelques éléments qui le permettaient, mais on n'en était pas sûr parce que nous n'avions pas d'éléments importants pour le prouver. Depuis quelques décennies, si je puis dire, les découvertes archéologiques ont permis définitivement de placer la ville d'Oppidum Novum à Qasr al-Kbir actuel. Donc, Monsieur Omar Akraz, on est dans la cour de Jamal Adam de Qasr al-Kbir. Cette cour a connu dans les années 80 d'importants travaux de restauration. Ces travaux ont permis à l'époque de faire d'importantes découvertes archéologiques. Vous avez justement participé à ces travaux de restauration et bien sûr également à ces découvertes. Quelle est l'importance de ces découvertes? En effet, permettez-moi de revenir un peu sur les travaux. C'est en 1988-89 qu'est paru dans un journal national une notice comme quoi les travaux en cours à l'époque de restauration de la Grande Mosquée ont permis des découvertes de choses ou d'éléments plus anciens. Nous sommes effectivement tombés sur des découvertes qui ont pu changer un peu l'histoire de notre connaissance du Maroc à l'époque antique. Tout d'abord, avant de remonter à l'époque antique, les restaurations ont montré deux choses. Que l'ensemble de la mosquée était construit en briques cuites, et que sous la cour centrale de la mosquée se trouvaient des citernes qui étaient creusées profondément, à peu près à 4 mètres sous le niveau premier de la mosquée du XIIe siècle, de la mosquée Al-Muhad. Ce qui nous a montré qu'au moment de la construction de cette mosquée au XIIe siècle, on a dû très profondément creuser pour asseoir cette mosquée dans un sol qui était argileux, dans des alluvions. C'est ce qui avait permis, déjà au XIIe siècle, de retrouver les restes de la ville ancienne. Seul, donc, je disais, le minaret en entier est construit en gros blocs et de petits moellons également. Dans ces blocs, nous avons trouvé des éléments d'architecture, des éléments de colonnes, des éléments de seuil, de portes et surtout deux inscriptions que je vous montrerai tout à l'heure. Je disais également que dans la région, la pierre n'existe pas ou il faut aller la chercher assez loin. Ces pierres sont assez énormes pour penser qu'elles ont été amenées d'un site qui soit loin de la mosquée et nous pensons que ce sont des éléments qui ont été retirés dessous la mosquée ou sous les environs de la mosquée d'un monument ou deux monuments importants d'une ville romaine, très certainement. Parmi les éléments qui ont permis la construction de ce minaret, vous voyez ici une demi-colonne engagée qui
une partie d'une demi-colonne engagée. Seule ici, elle n'a rien à voir. Donc elle a servi, elle a été retirée de son cadre d'origine romain pour être réutilisée en tant que matériau de construction dans le minaret de cette grande mosquée. Alors ici, nous sommes sur la façade est du minaret, celle qui fait face à la salle de prière. Et c'est cette façade qui a donné les éléments les plus importants, qui sont, autre que le montant de porte que vous voyez là-bas, deux inscriptions latines. Une est une stèle d'un militaire et la deuxième est une inscription officielle qui est très importante, non seulement pour la ville d'Ors el-Kbir, mais également pour l'histoire du Maroc antique. Pour ce qui est de la stèle, c'est la stèle d'un militaire syrien qui a servi dans une aile militaire des Hamiens qui s'appelle Abdas de Chalcédie de Syrie. Il a vécu un certain nombre d'années, donc il est décédé ici. L'inscription nous dit que, d'abord, c'est le gouverneur de la province Aurelius Litua, qui habitait à Tanger, qui a imploré d'abord les dieux, tous les dieux du panthéon romain, qui dédie l'inscription aux deux empereurs de l'époque, qui régnaient en 291 après Jésus-Christ. Et c'est la raison qui est importante dans cette inscription. C'est le retour de la paix. Ce qui veut dire que le gouverneur est venu ici pour célébrer le retour à une paix. Ça veut dire donc qu'il y a eu une guerre juste avant, une guerre qui est connue dans les textes dans toute l'Afrique du Nord. Ça veut dire que toute l'Afrique du Nord était en soulèvement. Cette inscription est importante pour la ville d'Ors el-Kbir parce qu'elle montre que c'était un centre important à l'époque romaine. Le fait que cette inscription soit trouvée dans le minaret, ça veut dire qu'elle provient d'Ors el-Kbir. Et ce type d'inscription ne se trouve pas dans la campagne, il se trouve dans une ville. Et c'est une ville, c'est la ville qu'on cherchait depuis le 19e siècle, puisque c'est une ville qui est attestée dans des récits anciens, la ville d'Oppidum Novum. Donc, M. Akras, comme on vient de voir à l'intérieur de la mosquée, donc ces inscriptions sont très importantes dans l'histoire de la compréhension de la ville d'Ors el-Kbir. Est-ce que c'était les seules découvertes lors justement de ces travaux de restauration? En effet, les plus importantes sont celles que nous avons vues, mais les travaux ont montré d'autres éléments qui ont été trouvés en fait aux environs de la mosquée. Au moment du creusement, le long de l'enceinte de la mosquée, on a trouvé devant chacune des portes un énorme bloc que vous voyez là, qui sont des blocs de remploi, là aussi d'époque romaine. Ici, par exemple, c'est un montant de porte. Les autres éléments sont des blocs de construction qui ont servi de marche d'escalier pour accéder à la mosquée. Qu'est-ce que ces blocs ont permis quand même de comprendre? Ces blocs ont permis de comprendre, en plus des éléments que nous avons vus à l'intérieur, que dans les environs de la mosquée et sous la mosquée certainement, se trouvait très certainement un monument public
Quand on dit monument public, ça veut dire que c'est une agglomération. C'est une agglomération d'importance. Un monument public, ça pourrait être un monument civil, ça pourrait être également un temple, ça pourrait être une basilique. Mais un temple, une basilique ou autre monument public ne peut se trouver que dans une ville. Donc c'est un élément de plus qui montre que là nous sommes pratiquement dans le centre monumental de la ville ancienne d'Oppidum Novum. Pour ce qui est de la construction de la mosquée, certains historiens évoquent la période idrissite, d'autres parlent de l'époque almohade, et son extension aurait eu lieu sous le règne des Mérinides, et notamment Abu Aïna al-Mérini, qui a construit l'école. D'autres textes évoquent sa construction au milieu de l'époque almoravide. L'histoire de cette mosquée est également liée à l'installation à Qasr al-Kbir de Moulay Ali Boughaleb après avoir quitté Fès en 1145. Il a vécu dans la maison de la mosquée et où il prodiguait ses cours. Il faut aussi garder à l'esprit que la grande mosquée était considérée à une époque parmi les 5 plus grandes mosquées au Maroc. Après El Qarawin à Fès, la Koutoubia à Marrakech, la mosquée de Taza et la grande mosquée de Salé. La ville de Qasr el-Kbir était aussi importante que ses capitales marocaines. Hassan el-Wazani dit Léon l'Africain raconte dans son livre une description de l'Afrique que le sultan almohade Yaqub al-Mansour serait venu dans une expédition de chasse et qu'il se serait perdu dans les environs de la ville d'Qasr el-Kbir. Un habitant l'aurait accueilli chez lui. Au vu de l'accueil qui lui a été réservé, il aurait ordonné que l'on s'occupe de cette ville. La mosquée et d'autres dépendances ont bénéficié de cette attention. La mosquée a suscité un intérêt auprès des dynasties qui se sont succédées. Cela se traduit dans son architecture. Si l'on prend par exemple le minaret, il a été construit par les Almohades, transformé par les Mérinides. Il y a dans chaque recoin de la mosquée un détail architectural d'une époque donnée. Les villes islamiques ont toujours doté leur médina d'une grande mosquée. Elle était toujours accompagnée de bâtiments annexes. À côté de la mosquée de Qasr el-Kbir, on trouve l'école Inania, la maison de tissage, le bain-mort de Sidi Mimoun, la tannerie. La mosquée a toujours été le noyau du développement urbain. Nous sommes devant l'école Al-Ahliya, qui auparavant s'appelait l'école Inania.
construite par Abu Inan el-Merini au XIIIe siècle. القرن الثالث عشر وكانت ملحقة بالمسجد الأعظم لأن C'était une annexe de la mosquée et avant d'être une école, c'était l'internat des étudiants. كانت يعني مقر السكن كانوا كيسكنوا فيها الطلبة اللي كيدرسوا في المسجد الأعظم قبل أن تتحول إلى مدرسة عنانية مدرسة مختصة في علوم الدين إلى غير ذلك. هذه منشأة حرفية دراز أو ما يسمى بالدراز الكبير. هذا الدراز هو Nous sommes dans la maison de tissage. يعني المداخل ديالها تم التوقيف Les ديالها revenus de cet atelier professionnel étaient reversés à la mosquée qui dispensait des cours de fiqh, hadith, religion. اللي عندها طابع علمي تدريس الطلبة إلى غير ذلك كما كان كيحتضن مجموعة من الدروس يعني في الحديث إلى غير ذلك. Au XVIe siècle du temps des Saïdiens, Abou al-Mahassin al-Fasil-Fihri, un savant de la ville, a décidé que tous les revenus seraient destinés à l'imam. العلماء المعروفين في المدينة وأيضا من المعروفين خارجها قام بتحبيس هذه أو مداخل هذا الدراز لصالح كرسي الحديث أي الكرسي الذي Cette pratique a toujours été liée à la construction et la gestion des mosquées. بمعنى أن المداخل ديال هذا الدراز هذا كتمشي لكرسي الحديث. وطبعا هذه الظاهرة كنلقاوها يعني موجودة في مدينة القصر الكبير بحيث أن كل مسجد بعض المساجد مرتبطة بها بعض المنشآت الحرفية خصوصا الدراز. نذكروا مثلا الجامع مسجد السعيد أو كما يصطلح عليه محليا بالجامع السعيدة يعني قدامه واحد الدراز اللي كان المداخل ديال الدراز كتخصص للمسجد باش كتيسر الامور ديالو والاحتياجات ديالو. اذا هذه المنشاه تعود للقرن السادس عشر. Cette bâtisse a été restaurée en 2007 dans le cadre d'un partenariat avec le gouvernement. Ces travaux ont permis de redonner au lieu son lustre d'antan. يعني الحاله ديالو قبل الترميم كانت يعني حاله مزريه. فهاد المشروع هذا يمكن ان هاد المنشآت تسترجع يعني واحد الرونق مع الحفاظ على الخصوصيات القديمه ديالها. وبالتالي يمكن نقول بان هذا الدراز هذا بحكم القرب ديالو المسجد الاعظم من المرافق الرئيسيه اللي مرتبطه به تاريخيا. السلام عليكم سي عبد السلام تبارك الله عليك. بخير مزيان هاني الله يحفظك بارك الله فيك. كي غادا الامور مزيانه؟ اللهم لك الحمد. بالنسبه لهذا الدراز هذا والملكيه ديال من في الاصل؟ واش غنقول لك الملكيه ديال سيدي احمد الفاسي هو اللي بناه. هو اللي بنى هذا الدراز؟ هو اللي بناه. فوقاش تبنى المعلومات اللي عندك؟ واكثر من 500 سنه. كثر قرن حوالي القرن 16. هنا قرن 6 القرون. لا يعني حوالي القرن 16 يعني قرن 13. والعلاقه ديالو بالجماع الكبير ما عندكمش شي فكره عليها؟ كان مولاي علي بوغالب سيدي علي بوغالب كان كيجي عند سيدي احمد الفاسي نهار الدراز وكيصلي سيدي علي بوغالب كيصلي بالناس امام اييه كان كيدخل نهار الدراز. يعني الائمه ولا العلماء اللي كانوا كيقراو الجامع الكبير كانت عندهم ضروري يجيو يدخلوا للدراز ويخدموا له. كانوا كيخدموا له بالجلاب او الحايل. يعني الائمه ديال المسجد الاعظم الجلالب ديالهم كانوا يتخدموا في هذا الدراز هذا. في هذا الدراز يعني الملابس ديالهم الصوفيه يعني وكل شيء هذا اقدم دراز. اقدم دراز هو هذا دراز كبير. يعطيك الله الصحه سي عبد الله يرحم الوالد. الله يحفظك الله يجازيكم بخير. الله يعاونكم. الله يعطيك الصحه الله يطول في العمر. اللهم La ville n'a livré que une partie infime, si je puis dire, de ses secrets et elle ne pourra jamais les livrer tous parce qu'il y a la ville médiévale et moderne qui se trouve au-dessus et il y a ce dont on vient de parler, les alluvions qui séparent la ville moderne de la ville ancienne.
Voilà, votre magazine touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour un autre voyage au fil de l'histoire.